Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Gad Ibghi, le directeur de l'espace culturel et universitaire Juif d'Europe. Bonsoir Gad. Bonsoir Sandrine. Vous dirigez les Cuges depuis plus de 2 ans maintenant. C'est au moins votre deuxième rentrée, une rentrée qui n'est pas facile. Est-ce que c'est possible pour vous déjà de dresser un premier bilan ? Est-ce que c'est motivant d'être à la tête d'une telle institution ? Oui. Les deux, oui. Est-ce que c'est motivant ? C'est plus que ça. Je me suis rendu compte en changeant de voie professionnelle et en choisissant de prendre cette lourde responsabilité que c'est beaucoup plus intéressant et valorisant que je ne l'imaginais. Donc, pour moi, c'est un changement gagnant. Parce que je m'y retrouve, parce que c'est formidable de me réveiller tous les matins avec des dizaines d'idées et avec l'envie de travailler avec les personnes avec lesquelles je travaille. Et pour les Cuges, je dirais que le bilan est assez intéressant dans la mesure où il y avait des vrais enjeux. Comme vous le savez, les Cuges, c'est une institution de référence. Elle a plus de 57 ans d'expérience. Elle a joué un rôle fondamental dans le développement de la communauté juive française, avec des personnalités emblématiques. Avec mon président actuel, Yves Rouas, nous avons pris le relais de monuments, Edmond Elalouf et Rafi Marciano, et qui nous ont évidemment et qui continuent à nous inspirer. Donc, premier point sur le bilan, on a assuré la continuité, disons, qualitativement, le public nous suit, etc. Deuxième point, je dirais qu'on a été plus loin, parce que finalement, la dimension qu'avaient atteint les Cuges nous permet aujourd'hui de poursuivre ce rôle de développement, ce rôle de défricheur, ce rôle d'innovateur, de laboratoire d'idées dans la communauté juive. Et disons qu'on continue à être cette institution un peu singulière, mais tout en étant une institution, tout en laissant la place à des initiatives individuelles, collectives, originales, et puis surtout un espace d'expression, de liberté extraordinaire, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup. La situation est exceptionnelle, il y a une crise sanitaire qui touche de plein fouet la culture notamment. Est-ce que l'impact est douloureux pour les Cuges ? Et oui. Je peux pas le nier, il est douloureux à double titre. En premier lieu, évidemment, il y a un impact financier extrêmement sérieux. Tout le monde peut imaginer que les institutions culturelles, au sens général du terme, sont touchées de plein fouet. Il y a une double peine, parce que non seulement nous fermons nos établissements, nous ne pouvons pas accueillir de public ni de ressources financières liées aux activités, mais en plus, on a le sentiment d'être les derniers à être pris en compte par le gouvernement, par les plans d'aide, et qui sont totalement insuffisants aujourd'hui. Autant vous dire, les Cuges, par exemple, ne rentrent dans aucune des cases correspondantes au plan d'aide, à l'exception évidemment de celles qui concernent toutes les structures employant des salariés avec le chômage partiel. Donc, on est touché de plein fouet, on est une structure, et c'est intéressant de l'expliquer à nos auditrices et nos auditeurs, assez singulière. La structure de notre financement est triple. On a un financement des grandes fondations et institutions. On est heureux d'être soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, par le Fonds social juif unifié, par la Fondation du judaïsme français, par la mairie de Paris. Mais ça représente que 30% de nos ressources. 70% de nos ressources sont des ressources que nous devons trouver année après année. C'est une grande problématique pour nous, qui nous positionnons comme un service public. Le positionnement de l'Écuge, c'est le service public de la culture dans la communauté. C'est comme ça qu'on le voit, c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je le développe avec mon conseil d'administration. Le problème, c'est qu'un service public, lui, il a des financements, il a de la visibilité, il a une garantie de pouvoir pérenniser ses activités. Eh bien, nous, vous imaginez que tous les matins, on se réveille après parfois des nuits difficiles en nous disant que il faut trouver les moyens d'appliquer et de réaliser les idées pour lesquelles nous sommes là. Donc c'est compliqué et je demande en fait finalement un effort à tous, c'est-à-dire au public,
La meilleure façon, c'est de nous suivre, de nous soutenir, évidemment, financièrement pour ceux qui le peuvent, aux institutions de renforcer leur soutien. Parce que la culture, c'est pas anodin. Je vais pas répéter des idées éculées, basiques. Oui, la culture est importante, et particulièrement aujourd'hui. Et évidemment, j'espère que le gouvernement prendra des mesures pour soutenir les associations. Et je vais même dire quelque chose. Le tissu associatif français est structurant pour la société française. On le sait tous, ça fait même partie du modèle social français. Ces associations, c'est ce 1,5 million d'associations qui accompagnent les politiques publiques, finalement, qui les traduisent. Mais le grand problème, c'est que si aujourd'hui nous ne soutenons pas les associations, et les associations culturelles en particulier, non seulement elles vont disparaître, mais elles ne seront plus là quand on aura besoin d'elles pour reconstruire, pour accompagner les publics. Après cette crise sanitaire, il va y avoir une situation une crise économique très lourde, et sans la culture, comment voulez-vous que les personnes puissent supporter? Donc, il faut éviter la double peine. Aujourd'hui, sauver les associations, sauver nos institutions, et moi j'ai pas honte de le dire, nous avons besoin d'un soutien supplémentaire de toutes celles et tous ceux qui considèrent que l'Écu joue un rôle important dans cette communauté et dans la société, je pense au sens global du terme, et pour éviter également cette double peine, c'est-à-dire celle de l'absence demain, quand on aura besoin de ces associations, quand on aura besoin d'accompagner les publics, eh bien elles ne seront plus là. Donc attention. On est évidemment les premiers ici à défendre la culture, et on voit qu'il y a un vrai danger, mais on va en reparler dans un instant, la manière dont l'Écuge s'est adapté pour proposer toujours un programme de qualité aux auditeurs, aux auditrices et à tous ceux qui le souhaitent. Il faut dire juste un mot avant, c'est que bien avant cette crise, l'Écuge a toujours été en bonne position sur le numérique. Elle a été précurseur notamment avec l'UNEJ ou avec les Ulpanimes en ligne. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Vous avez raison de le préciser. L'histoire de l'Écuge, c'est une succession d'innovations. Et si on se projette en 62, quand on fait le premier cours de danse israélienne dans un lieu juif à Paris, c'est une innovation. Ça ne l'est plus aujourd'hui, même si on a toujours nos danseurs et qu'on les adore. Mais l'histoire de l'Écuge, c'est jalonné d'innovation, et pareil pour l'Ulpan. Et donc, il y a quelques années, l'Institut Elie Wiesel, là aussi une innovation de l'Écuge, créé il y a 15 ans, et qui joue un rôle fondamental dans la diffusion du savoir académique juif, l'Institut Elie Wiesel a créé l'Université numérique européenne des études juives, une plateforme de MOOC, de cours en ligne massifs, qui s'adresse à tous, gratuite. Elle l'a créée grâce au soutien de la région Île-de-France, et co-créé avec l'Alliance israélite universelle, un partenaire de référence pour nous. Et nous avions donc cette approche de proposer des enseignements en ligne sur la civilisation juive à tous les publics. Aujourd'hui, l'UNEJ, c'est plus de 20 000 personnes qui suivent des MOOC, qui suivent des cours en ligne, dont à peu près un quart en Afrique. Donc on ne s'adresse pas seulement à des personnes de confession juive, on s'adresse à toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à la civilisation et à la culture juive. Pareil pour l'Ulpan. Il y a 3 ans, nous avions lancé tout un programme de développement de l'Ulpan en ligne, avec des contenus spécifiques, une pédagogie spécifique. En fait, il existait des cours en ligne d'hébreu, mais pas avec la méthode de l'Ulpan. Et là aussi, grâce au soutien de la Fondation Adélis, nous avons développé ce programme qui aujourd'hui paraît banal, paraît s'appliquer pour l'ensemble des publics, mais nous étions prêts pour cela. Alors aujourd'hui, l'Écuge, c'est plus de 500 élèves par an qui apprennent l'hébreu en ligne. C'était le cas avant avec le premier confinement. C'est le cas aujourd'hui, où nous avons à peu près 350 élèves. Et puis, je dis 500 parce que c'est globalement le chiffre que nous atteignons au bout d'un an. L'Ulpan en ligne, c'est une innovation majeure. Parce qu'en réalité, il n'y aura pas de retour en arrière. On continuera évidemment à donner des cours en classe, en présentiel. On y reviendra, on l'espère tous. Mais globalement, mon estimation, c'est que près de 50% des personnes qui souhaitent apprendre l'hébreu le feront en ligne, à distance.
Vous avez évoqué l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel. Il faut dire qu'il continue d'ouvrir ses portes sur Zoom, sur le net, alors que les universités sont fermées. Et ça, c'est un plus énorme. Oui, tout à fait. On a choisi de migrer. Pour tout vous dire, nous avons prévu une programmation de l'ECUJ et de l'Institut Wiesel à 70% en ligne et à 30% en hybride, c'est-à-dire des événements présentiels qui seraient diffusés en direct en ligne. Le deuxième confinement nous amène évidemment à passer 100% de nos activités en ligne, mais nous continuerons. L'un des enseignements en fait de cette période, c'est que nous intégrerons de manière systématique le format hybride. C'est-à-dire que même demain, lorsque nous reviendrons à la normale, lorsqu'il y aura un cours, une conférence à l'Institut Wiesel, elle sera diffusée sur non seulement les ordinateurs et les téléphones de chacun, mais elle sera diffusée également chez nos partenaires, dans des lieux, des associations qui pourront médiatiser, partager ces enseignements en direct avec leur propre public. Et c'est c'est le grand projet de la rentrée sur lequel nous travaillons. C'est un réseau de campus numériques de l'Institut Wiesel partout dans le monde, évidemment francophone, puisque nos enseignants donnent des cours en français, et nous démarrons avec Grenoble, nous poursuivrons avec Marseille, nous irons à Ashdod, nous aurons un lieu à Jérusalem, et nous continuerons à déployer en fait des enseignements, parce qu'il faut bien le voir, l'autre enseignement de cette crise, c'est la nécessaire mutualisation. Il faut arrêter que chacun puisse réinventer la roue dans son coin. Il faut se réunir, il faut se renforcer mutuellement et mutualiser les moyens parce que les moyens sont contraints. Quand un financeur donne 100 pour un programme, c'est qu'il ne donne pas 100 pour un deuxième programme. Et les fonds ne sont pas illimités. Et c'est pareil pour nos donateurs. Donc, essayez de mutualiser, permettre à chacun de faire ce qu'il fait de mieux. Et si j'ai un appel à donner à mes collègues responsables d'associations, c'est concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux et arrêtez de regarder ce que fait le voisin. Cherchez à innover, cherchez à vous focaliser sur vos forces. Si chacun fait la même chose demain, non seulement le public va s'ennuyer, mais en plus, on va perdre les soutiens parce que finalement, on va tous... les soutiens ne sont pas élastiques et extensibles, chacun son domaine. Donc, et autant le faire bien et aider chacun à pouvoir le faire bien. Je ne suis pas donneur de leçons, mais c'est mon discours habituel avec mes collègues partenaires. C'est qu'il m'arrive très souvent, en tant que directeur de cette institution, de me retirer de projets parce que tout simplement, je n'ai pas de valeur ajoutée. Je n'apporte rien, donc c'est pas la peine que je fasse la même chose. Et à terme, c'est une question de survie aussi pour toutes ces structures. Je pense que c'est une vision stratégique que nous devrions tous avoir, oui. Est-ce que de ce mal, vraiment cette crise qui a impacté évidemment la culture et tous les domaines, il n'en sort pas du bien? Est-ce que le Zoom et la découverte du Zoom n'a pas permis une autre ouverture ? Par exemple, d'avoir un public plus important aussi dans le monde entier parmi les francophones. Est-ce que c'est pas un plus ? C'est un changement total de paradigme, Sandrine. L'Institut Wiesel et l'Espace culturel et universitaire juif d'Europe, anciennement centre communautaire, sont deux institutions qui avaient déjà une belle renommée, qui étaient très connues, qui avaient un vrai public. Pour tout vous dire, la moitié du public qui fréquente le centre communautaire l'ECUJ, moi-même qui fréquente l'ECUJ, vient de banlieue parisienne. Donc, avant le confinement, on accueillait entre 150 et 500 personnes par jour à l'ECUJ. Donc, mais ce public-là, qui est un public fidèle, un public qu'on peut qualifier de culturel, un public de curieux surtout, ce public-là s'est démultiplié avec la situation de confinement. Je laisse de côté les problématiques lourdes liées à l'isolement que chacun peut ressentir. Enfermé dans son appartement, sans avoir de visite, sans voir ses petits-enfants, sans voir ses enfants, sans passer les fêtes ensemble. Tout cela est en soi traumatisant pour tous. D'ailleurs, pour nos aînés,
comme pour les plus jeunes. Mais en laissant cela de côté, je me dis comment nous, on réussit à accompagner ces publics malgré ce contexte anxiogène. Eh bien, c'est en restant nous-mêmes, c'est-à-dire en continuant à proposer des programmes diversifiés, et on est capable de parler de Charlie Hebdo et 2 jours après de parler des aides de la Claims Conférence et 3 jours après de parler du grand rabbin regretté Lord Jonathan Sacks. D'abord respecter le public en lui offrant un panel d'activités dans lequel il peut se retrouver. Et la deuxième chose, c'est évidemment être attentif à la qualité. Là aussi, je pense que le numérique a une offre pléthorique et je crois qu'il faut pas faire il faut pas remplir le temps. Il faut que le temps soit utile. Et il faut donner du sens au temps. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas dans la mesure du possible, donner du sens au programme que nous offrons au public. Donc oui, nous avons multiplié par 5 l'audience de l'Écuge, par exemple, pour répondre directement à votre question. Aujourd'hui, un programme, une conférence des lundis de Wiesel est suivi par plusieurs centaines de personnes. Un cours de l'Institut Wiesel est suivi par quasiment une centaine de personnes, alors qu'en classe, en présentiel, nous étions entre 25 et 40 personnes pour un cours. Donc c'est très très intéressant ce qui se joue. Mais là encore, je crois que le respect du public est fondamental, pas seulement parce qu'il le mérite, mais parce que c'est notre rôle. Vous savez, quand on a lancé, Sandrine, l'UNEJ, la plateforme de cours en ligne, l'un des éléments de décision, c'était que sur Internet, nous trouvions des contenus de qualité extrêmement variable. Et donc, la personne qui voulait découvrir l'histoire juive se retrouvait avec des sites complètement dingues, parfois avec des erreurs monumentales, etc. Donc, on s'est dit, il faut offrir un socle de connaissances scientifiques de qualité au public. Eh bien, c'est un petit peu la même chose que nous faisons aujourd'hui. Quand on organise un événement, aussi basique soit-il qu'une conférence, eh bien, on essaie de lui donner du sens pour une partie du public et je dois avouer qu'ils nous le rendent bien. Alors, je peux en témoigner aussi, puisque je participe très heureusement à cette expérience. Et quand on donne un cours académique en présentiel, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose que quand on s'adresse à un public par Zoom. Et évidemment, il faut être plus pointu, plus concis, plus court. Et finalement, pour nous, conférenciers ou professeurs, on se réinvente aussi. Et je pense que le public le ressent forcément. Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Gadi Bghi, le directeur général de l'Écuge. Il n'y a pas eu de brochure du programme de l'année en 2020-2021. Comment on fait un programme quand on ne sait pas ce que va être demain et comment la crise sanitaire va évoluer ? Eh bien, on fait quand même un programme et je vais préciser, il n'y a pas eu de brochure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de programme. Il n'y a pas eu de brochure de l'Écuge et de l'Institut Wiesel pour des raisons pragmatiques. D'abord parce que les coûts d'édition et de distribution de ces brochures sont importants et qu'il était de notre responsabilité de nous adapter au contexte et de nous dire, vu qu'une grande partie du programme se ferait par Internet, eh bien nous orienterons des moyens de communication plutôt par le digital que pour le print, que pour l'édition. Je sais que nombre de nos étudiants, nombre de nos participants aux activités attendent ce programme impatiemment. Nous ferons une brochure au mois de janvier, mais effectivement, il m'est apparu indispensable de nous adapter au contexte et de réduire les coûts qui sont les nôtres. Donc nous n'avons pas envoyé la brochure à
8000 personnes, comme nous le faisons tous les ans. Mais il y a toujours un programme. Mais il y a évidemment toujours un programme, et un programme annuel qui n'est pas partagé aujourd'hui, parce que le choix que nous avons fait, c'est de se dire il y a des grands événements qui vont jalonner l'année à venir. Notre public est habitué à ce que l'Écuge propose des événements pour chaque grande date ou chaque grand moment de la vie juive. Il y a aussi des moments traditionnels. Je vais en citer quelques-uns. Traditionnellement, de septembre à décembre, c'est le moment de la rentrée académique de l'Institut Wiesel, avec des grandes leçons et le lancement évidemment d'un certain nombre de cours. Ces grandes leçons se feront, mais la leçon inaugurale ne se fera pas en décembre, mais se fera en janvier avec Marcel Gauchet. Donc ces grandes leçons se feront via Zoom, évidemment. Il faut dire aussi qu'il y a plusieurs antennes de l'Institut Elie Wiesel notamment. Il y a dans l'Ouest, il y a dans le 93, et que là aussi il y a des leçons. Il y a un programme qui est dédié pour le public de ces campus. Alors aujourd'hui, évidemment, le fait qu'on soit confiné, les cours n'auront pas lieu dans ces campus, mais se dérouleront en distanciel. Mais nous aurons le programme sera respecté. Et ce qui permettra aussi à ce que le public soit plus large que le public habituel uniquement de ces lieux. Mais évidemment, quand on a un cours d'histoire de l'Antiquité avec Stéphane Ancel, qui était destiné au campus Paris-Ouest, quand il est via Zoom, il est destiné au monde entier. Et donc, Stéphane Ancel a des étudiants qui se connectent de Montréal ou d'Ashdod, en plus de ceux qui se connectent de Paris. Donc, la question des campus, de toute façon, n'est pas remise en cause, puisque le programme des campus physiques a un rôle. Il a un rôle d'animation de lieux culturels locaux, et il a un rôle de regroupement des publics dans une zone géographique donnée. L'Ouest parisien pour Paris-Ouest à Montevideo, le 93 au Rincy avec toutes les communautés autour, et évidemment nos gens avec le 94. Donc ce travail se poursuivra. Le programme de l'Écuge, comme celui de l'Institut Wiesel, se déroulera normalement via Zoom. La semaine prochaine, 2 nouveaux cours démarreront avec Paul-Laurent Assoun. Nous aurons également le cours de Michael Jasmin. Nous avons des cours aujourd'hui d'hébreu biblique, des cours d'hébreu moderne. Nous avons beaucoup d'autres cours qui vont se dérouler semaine après semaine. Pour ce qui est des grands événements, nous en avons un qui arrive dans quelques jours, le dimanche avec le dimanche 29, avec le grand colloque d'hommage à Claude Vigée, que nous aurions aimé rendre un hommage donc de son vivant. Le titre lui aurait bien plu, dire pour être, dire pour naître. Oui, c'est un titre de Daniela Pinkstein qui coordonne et qui organise ce colloque pour l'Institut Wiesel. Et je dois dire que on a un regret, effectivement, c'est de ne pas l'avoir organisé en mai dernier, date initiale prévue pour ce colloque, mais nous étions en plein confinement. Donc, nous avons reporté, mais tous les spécialistes de l'œuvre de Claude Vigée, toutes les personnalités pour lesquelles son œuvre a eu un impact seront présentes à ce colloque qui se fera en direct, en Zoom, en digital, en Zoom et sur Facebook. Et j'invite vraiment nos auditrices et nos auditeurs qui sont sensibles à la poésie, à la grande poésie, parce que Claude Vigée est le dernier grand, je dirais pas le dernier, mais l'un des grands poètes juifs. Et donc, il faut se plonger dans cette œuvre. Paradoxalement, cette période nous amène peut-être à mieux apprécier la poésie, donc il faut le faire. Il y a aussi les lundis de Wiesel qui continuent et qui sont des habitudes. Est-ce que vous pouvez en dire un mot également ?
Les lundis de Wiesel, c'est un programme qui a été imaginé par notre doyen Franklin Roski. Et c'est tout simplement un programme... je dirais structurant. Je ris un peu quand je dis ce mot-là parce que ça me fait penser à la conférence de Jean-Paul Fitoussi qui parlait de la novlangue et qui rappelait qu'il y a des mots comme ça qui veulent pas dire grand-chose. Quand je dis structurant, je pense donc à Jean-Paul Fitoussi, mais surtout, je pense à ces moments où on invente des programmes qui apportent quelque chose de manière pérenne au public. Les lundis de Wiesel, c'est un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis soirs où un universitaire, un chercheur, vient présenter son dernier bébé, ses dernières recherches, un sujet, une thématique singulière, originale, qui n'a jamais été présentée au public. C'est donc un pari incroyable, toutes les semaines. Et c'est donc aussi l'idée d'avoir au fil du temps une sorte d'encyclopédie vivante du savoir juif que l'on partage de manière vivante. Et donc, c'est un programme qui marche extrêmement bien. Et je vous avais eu l'occasion de participer à l'un des derniers rendez-vous en animant un formidable débat autour de l'histoire juive ou de l'écriture de l'histoire juive avec nos amis historiens, vos collègues Pierre Savy et Audrey Kishilevski. Voilà. Auparavant, j'avais même présenté mes travaux de recherche sur la philosophe et psychanalyse Eliane Amado-Lévy-Valency. Exactement. Donc j'espère que vous présenterez votre prochain livre autour de Chouchani dans le cadre des lundis de Wiesel, mais je crois qu'on ira plus loin encore. Avec grand plaisir. Le fait est que les lundis de Wiesel, c'est très très important. Et il y a une chose que je voudrais préciser. Ce programme a un tel impact que nous avons été contactés par plusieurs responsables d'associations qui nous demandent de partager ce programme avec leurs propres adhérents. Et nous voilà donc avec des conférences dans lesquelles chacun peut s'inscrire et suivre via Zoom cette conférence, interagir avec le professeur, poser des questions, etc. Mais également des lieux culturels ou des associations qui offrent ce programme à leurs propres adhérents. C'est le cas à Toulouse, c'est le cas en Israël également avec d'autres partenaires. Donc je suis très très fier de ce que devient ce programme. C'est un programme de référence, oui. Finalement, et compte tenu de la situation sanitaire, comment peut-on définir la mission de l'ECUJ ? Je pense que je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, nous nous voyons comme un service public de la culture au sein de la communauté et au sein de la cité. Notre mission, c'est de faire la promotion pas des cultures, mais de la diversité des cultures juives. Et pas seulement auprès du public juif, mais également d'être une passerelle avec les autres cultures. C'est la spécificité de l'ECUJ. Nous avons la liberté pour le faire. Nous avons, finalement, l'ECUJ, c'est le parfait représentant de la structure de la communauté juive française, dans sa diversité, dans ses composantes les plus engagées, comme dans ses composantes les plus reculées. L'ECUJ, c'est ça, c'est le judaïsme français. Notre mission, elle mérite d'être soutenue par le public. Et là, on est un petit peu gâté. Et elle mérite d'être soutenue encore plus par les institutions et les pouvoirs publics. Alors pour conclure, c'était justement la question que je souhaitais vous poser. Si une auditrice ou un auditeur de Radio Shalem veut participer aux activités de l'ECUJ, déjà comment est-il informé et comment y participer concrètement ? Et puis par ailleurs, si quelqu'un veut vous soutenir, peut-être un particulier, une institution, comment on fait et comment on vous contacte ? Alors je vais sortir le RIB. Non, je rigole. Alors évidemment, nous avons les sites internet pour suivre l'actualité de l'ECUJ comme de l'Institut Wiesel. Rendez-vous sur les sites internet. L'ECUJ, c'est ecuj.fr, ecuje.fr, l'institutwiesel.com, tout attaché, institut-elie-wiesel.com, tout attaché. Nous avons également 2 pages Facebook qui sont mises à jour tous les jours.
Écuges et Institut Wiesel, UNEJ également, hein, vous avez la plateforme UNEJ. Dans ces sites, vous avez également l'option, la possibilité de faire un don, de nous soutenir, etc. Quant aux institutions, elles nous connaissent, elles nous soutiennent, elles savent le travail que nous faisons, et je ne vais pas par cette antenne lancer un appel parce que c'est pas l'objet, mais elles savent qu'elles peuvent compter sur nous, particulièrement dans cette période, pour poursuivre notre mission, parce que l'équipe de l'Écuge est je dirais, sur le front. Hein, nous ne sommes pas dans un hôpital, mais nous sommes dans notre mission et nous travaillons pour continuer à accompagner les publics. Et je dois dire que cette période, qui est une période difficile, est une période qui doit susciter en nous plus de solidarité. J'ai une pensée pour toutes ces associations sociales, médico-sociales, qui accompagnent les personnes les plus fragiles, des associations de référence comme le FSJU, certes, mais aussi des petites associations qui ont besoin qu'on les soutienne, parce qu'en les soutenant, on soutient également les personnes les plus fragiles. Alors, je fais non seulement un appel de soutien à l'Écuge, mais un appel de soutien à toutes ces associations de solidarité, parce que nous en avons besoin plus que jamais. Merci beaucoup Galip Guy d'avoir décrypté avec nous le rôle de l'Écuge et démontré encore une fois que malgré la crise sanitaire, il s'inscrivait bien dans sa mission culturelle, intellectuelle et de loisirs. Et puis on va continuer de vous suivre et participer aux activités de votre institution. Bonsoir. Merci.